dire que nos points de vue soient majoritaires. On peut pas dire qu'on ait l'impression que la société évolue dans une direction où l'égalité réelle va voir le jour, où les humains vont être respectés pour ce qu'ils sont, comme d'habitude, l'arbre a caché la forêt, avec le succès à Mano, il a rimé avec la mise à l'ombre de tout le reste et des idées que ça représentait. Ça, c'est un peu causé la chute du circuit alternatif, du mouvement alternatif à la fin des années 80. Parce qu'à partir du moment où à peu près n'importe qui peut développer les mêmes genres d'idées et la même forme artistique que ce que tu défends, c'est-à-dire schématiquement des groupes performants sur scène, fun. À partir du moment où ces trucs-là sont partagés partout par plein d'autres groupes, que le niveau politique que tu avais, il en reste juste, genre grosso modo, le Front National c'est mal et oui, l'antiracisme c'est bien, c'est-à-dire des trucs où on en reste plutôt des postulats un peu simplistes et puis des postures tout court, tu te retrouves à poil. En même temps, faut pas charrier. Regarde le monde dans lequel on est. On peut pas dire que nos points de vue soient majoritaires. On peut pas dire qu'on ait l'impression que la société évolue dans une direction où l'égalité réelle va voir le jour, où les humains vont être respectés pour ce qu'ils sont, les richesses vont être réparties équitablement, etc. Et ce système ne va pas tenir. L'ennui, c'est que celui qui va lui succéder sera certainement pire. C'est vrai que c'est un peu dramatique d'arriver à des conclusions aussi noires, mais c'est un concept qui avait été développé par les gens du fanzine Burning Rome. C'était le pessimisme combatif. Voilà. Parce que c'est pas parce qu'on est minoritaire qu'on doit avoir honte, ni qu'on doit fermer sa gueule. Et ensuite, c'est pas parce qu'on va pas forcément gagner la bataille qu'il n'est pas moral de suivre son éthique, quoi. But now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules. Salut les kids et bienvenue dans En attendant Godard, saison 17, épisode 9. Cette semaine d'émission Jeunesse perdue, violence d'État et nationalisme. Pour le 3e millénaire, la démocratie est en fer. Le président du parti unique nous a promis plus de flics. On a joué, on a gagné, on a tiré un as de pique. On y a cru, on a perdu. Tout ça, c'est de la politique. Enfin bref, il est 19h et comme disait Peter, c'est l'heure. Eh oui, vous êtes bien dans En attendant Godard, l'émission de cinéma qui est la mieux que les autres. Et donc, vous l'aurez peut-être compris via cette citation extraite d'une chanson de Parabellum, donc le groupe de punk français des années 80. C'est toi le plus doué de nous tous là-dessus. Donc, il sera question ce soir d'insécurité, d'ensauvagement de la société et de violence. Et de problèmes d'assimilation. Et de problèmes d'assimilation. À l'occasion de la sortie dans les salles françaises du documentaire de Joseph Paris, Le Repli, la semaine dernière. Et ensuite, nous parlerons d'une sortie en Blu-ray chez Spectrum Film du coffret The Happenings, film hongkongais de 1980 réalisé par Yim Ho. Et pour parler de ce, je prends mon tour de cette table. Il y a bien évidemment la fine fleur de la critique du Grand Ouest à ma gauche, toujours à ma gauche. Il y a carrément Fleuret. Bonsoir Thibaut. Salut Thomas, salut à toutes et à tous. Il y a également le docteur Erwan. Bonsoir docteur. Bonsoir. Et avec nous également Simon Danilou, dit l'ancien. Bonsoir Simon. Bonsoir. À la mise en scène de cette émission, donc il y a Margot. Bonsoir Margot. Avant de passer à la section critique de cette émission, quelques nouvelles neuves de tête de ligne. Un seau de merde, docteur. Il m'a jeté un seau de merde en pleine figure. Alors les agendas locaux pour commencer, bien pour rester dans le ton de cette émission qui sera foncièrement pessimiste. Mon cher Thibaut, des résultats bien dramatiques en ce moment pour le Stade Rennais Football Club. L'équation est plus jolie que le jeu proposé. Exactement, qui est proprement dégueulasse. Ah là là, c'est dur. Qui est à l'image de la France actuelle peut-être. Ouais, c'est ça. Voilà, et si le football n'était qu'un triste reflet de nos vies. Ah là là. Le miroir. Le miroir. Même pas déformant. Exactement. Sinon, la semaine prochaine à Cinémaniacs au Diapason sur le campus de Rennes 1 à 20h, donc le 12 novembre, ce sera F for Fake de Orson Welles qui vous sera proposé. Excellent, grand film, son Orson Welles. Secret et mensonge en VF, si mes souvenirs sont Secret et bons. mensonge. C'est ça, Secret et mensonge. Avec un des plus beaux twists de l'histoire du cinéma. Ouais. Que nous ne
divulgacherons pas à l'antenne, bien évidemment. Allez-y, pensez. À la fin, c'est un Mexicain qui a fait le coup. Voilà, Seigneur. Comme dans La Soif du Mal. Il enlève sa fausse moustache et en fait, Gin c'est Parmesan. Ramon, en fait. Demain, au tambour, double programme, donc avec à 18h15, Un pasteur réalisé par Louis Anquet en sa présence. Tout à fait, pour le mois du doc. Pour le mois du doc. Et à 20h45, ce sera le film de Vittorio De Seta dont nous avions parlé ici lors de sa sortie chez Carlotta il y a un peu moins d'un an, Bordi a Orgo Solo. Très très beau film en Sardaigne. Oui, super film. Sinon, nous-mêmes et nos meilleurs amis du cinéma est mort avons la joie de vous proposer dans le cadre des films du dimanche soir qui aura lieu le 1er décembre, La classe américaine, le film culte réalisé par Dominique Mézeret et Michel Hazanavicius et qui sera précédé en avant-première mondiale exceptionnelle et incroyable d'un documentaire réalisé par Romain Muller que les plus anciens et anciennes auditeurs de cette émission connaissent puisqu'il a présidé à la mise en son donc, de notre émission pendant 4 ans, 5 ans je crois. Donc, ce vieux camarade, donc Romain a eu le bonheur et la joie de réaliser donc, un documentaire sur la production et l'héritage de la classe américaine en ayant réussi d'avoir à peu près tout le monde d'encore vivant en entretien. Donc on a très hâte de voir ça et on fera une émission spéciale avec Romain bien évidemment aux alentours de la sortie, du passage du film à Rennes pour revenir sur tous les aspects du film de Mézeret et Hazanavicius et sur la production de son propre documentaire. Et il sera là lors de la séance. Il sera là lors de la séance. Il sera là en vedette américaine. Exactement, voilà, le documentaire sera présenté en présence de son metteur en scène, de son réalisateur. Si ça quand même, c'est pas chic. Donc viendez, exactement. Voilà. Même si vous n'aimez pas la classe américaine, venez parce que ça sera quand même super chouette. Il y aura des chips. Il y aura des chips et on pourra parler de film. Voilà, exactement. Il est conseillé de réserver, comme en général les séances de la classe américaine ont lieu une fois tous les 15 ans à Rennes. En général, c'est complet et composé à 95% de gens qui ont déjà vu le film 12 fois. Oui. Voilà, en général, donc il faut éviter de faire toutes les répliques avant que ça n'arrive. C'est par respect pour les 2 personnes qui n'auront pas vu le film. C'est notre Rocky Rock Picture Show. C'est ça, exactement, c'est ça, c'est nos séances cultes. Sinon, ce jeudi à l'Arvor, dans le cadre des rendez-vous de Clair Obscur, c'est en avant-première le nouveau documentaire de Jean-Gabriel Perriot, Se souvenir d'une ville sur le siège de Sarajevo. Nous en reparlerons, je pense, au moment de la sortie nationale du film. Le 11 novembre, donc, c'est férié pour fêter l'armistice, pour fêter la paix, pour fêter la joie. Donc, l'Arvor passera à 13h30, La Porte du Paradis, Heaven's Gate de Michael Cimino, donc dans sa belle copie qui a été restaurée il y a quelques années. Un film sur le pouvoir de la négociation et de la diplomatie. Un film qui est toujours chouette et qui met de bonne humeur à voir, mais un des plus beaux films, ne serait-ce que visuellement, du monde. Voilà. Est-ce raisonnable d'aller le revoir en salle une 4e fois? Peut-être. Oui. Pourquoi pas, exactement. Oui, nous verrons bien. Mais voilà, donc ça promet, ça va être une très très belle séance. Sinon, dans niveau des sorties nationales, demain, il y a le nouveau film de Robert Zemeckis, Here, les plus belles années de notre vie, basé sur une bande dessinée dont j'ai oublié l'auteur, mais j'aurai ça pour la semaine prochaine puisque nous en parlerons donc, en même temps que du dernier film de Clint Eastwood, Jury numéro 2, qui est donc sorti la semaine dernière, mais nous avons bien besoin de 2 semaines pour nous remettre de nos émotions devant un Clint, bien évidemment. Sinon, demain sort le nouveau film de Coralie Farja, la réalisatrice de Revenge, qui a gagné le prix du meilleur scénario au dernier festival de films de Cannes, The Substance, avec Demi Moore et Margaret Qualley. Film de body horror. Il y a des gens qui a des bons retours apparemment pour l'instant. Il y a des retours partagés, mais des retours en tout cas intrigants, on ne sait jamais. C'est 2h20. Oui. Son premier long métrage, Revenge, déjà était sacrément couillon et bis, mais assez rigolo. C'était vulgaire et dégueulasse, mais je trouve ça sympathique. Vous êtes moins convaincu, Simon. Ah non, j'ai pas encore vu. Non, j'attends de voir. Film d'exploitation. Sinon, dans un tout autre genre, au-delà du gore et du dégueulasse, il y a le nouveau film de Emmanuel Mouret, qui je pense ne va pas prendre la même direction. 3 amis, donc avec Camille Cotin. Voilà. Sinon, au niveau des social traîtres, il y a un documentaire de François Ruffin et Gilles Perret, Au boulot. C'est un film où il dit à une meuf d'extrême droite d'aller vivre 1 mois avec un SMIC. Et donc, il va la suivre. Putain, il a fait ça. Oui, c'est un genre de... L'avocate là, de CNews là. Un genre de vie, ma vie. Ah putain. Voilà. D'après les retours... Non, mais je crois que c'était une boutade sur un plateau télé. Après les retours que j'ai eu des camarades qui l'ont vu, effectivement... Ça donne envie d'être de droite, c'est terrible. Hein. Voilà. Sinon, il y a une comédie française avec Pio Marmaille, un sous-marin qui sort, qui s'appelle À toute allure. Voilà.
pourquoi pas. C'est le sous-marin qui a toute allure? Non, pas du tout. C'est lui qui court, il est tombé amoureux d'une officier, et en fait, il court pour la rattraper, il rentre dans le sous-marin, du coup, gag, quiproquo. Et... Ah, c'est une comédie? Oui. C'est pas un film de sous-marin? Non, en fait. Mais il y a un sous-marin quand même. Ouais, mais c'est une comédie, quoi. Oui, mais il y a un donc c'est pas un film de sous-marin. Donc c'est pas un film de sous-marin. C'est pas un film de sous-marin. Non, un film de sous-marin, c'est tragique. Un film de sous-marin, c'est de l'humain. C'est pas vrai. Si, il y a des blagues, il y a des comédies. Cite-moi un bon film de sous-marin qui soit une comédie. Voilà. Plus 571, c'est un peu drôle. Je suis sûr que je peux t'en trouver. Dans les années 50, ils en ont fait des conneries. C'est pas forcément un drame. Dans 1941, il n'y a pas un sous-marin? Ah oui. Mais c'est pas vraiment un film de sous-marin. C'est pas vraiment un film de sous-marin. Mais bref, c'est quand même de la même manière que c'est pas vraiment un film de Zoulou, quoi. Non, mais c'est un film de sous-marin quand même. Avec José Garcia dans le rôle. Je chipote. Dans le rôle du sous-marin en performance capture. Non, c'est pas vrai, mais joue dedans quand même. Sinon, il y a le nouveau film de Steve McQueen qui finalement qui a une sortie programmée sur Apple TV à la fin du mois, qui apparemment sort en salle demain, qui s'appelle Blitz, donc qui se passe pendant le Blitz à Londres, comme son titre l'indique habilement. Et sinon, pour vous, donc vous êtes tous très mélomanes, je crois, autour de cette table. Vous aimez les grands spectacles, vous aimez le bruit, la fureur, la pyrotechnie. Et donc, pour vous, demain sort au cinéma Nevermore, le film-concert de Mylène Farmer. Oui. Très intéressant. Oui, voilà. Écoutez, vous aimez bien un peu tout ça, les flonflons, le spectacle, la pyrotechnie, les néons. Moi, pas trop, mais je pense que je pense par contre que la séance, il devrait y avoir de la fanzouze de Mylène Farmer à gogo, je pense. A priori, il y en a plein. C'est quand même plutôt, je pense, fait pour les fans de Mylène. Ouais, c'est un petit peu pour les fans de Mylène, je pense. C'est un public ciblé, comme qui dirait. Voilà, mais néanmoins respectable. Exactement, voilà, pas pire qu'un autre. Exactement. Il vaut mieux un fan de Mylène Farmer qu'un fan de marrant, Coldplay, par exemple. Il n'y a jamais eu de diffusion de concert de Michel Sardou au cinéma. Tu vois, Michel Sardou, la dernière tournée. Parce que ça, par contre, tu seras allé voir. En 70 mm, machin, tout ça, carrément. Attends, juste pour le voir en IMAX. En IMAX, juste pour le voir chanter, le temps béni des colonies, quoi. Ah, c'est ça ta préférée? C'est pas ma préférée. Ne pas dire ça. Les gens vont croire que je sens quand même l'œil qui pétille, Erwan. Non. Ma préférée. Préférée, c'est pas le grand mot. C'est disons que la plus déviante, et donc celle qui me fait le plus rire, c'est pas celle-là. C'est Je suis pour. Chanson consacrée à la peine de mort. Voilà, donc nous allons nous arrêter là. Merci, Erwan. Je vais y aller. Nous allons passer. Je crois que je suis en train de me faire virer de celle-là, en fait. Non, mais écoutez, là, vous parlez vous tenez des propos extrêmes droitiers. Je suis en train de sortir de l'arc républicain. Et donc, intolérable, il n'y a pas de tolérance. Exactement. Et donc, c'est exactement ce dont il va être question dans le premier film de la section critique de cette émission. Et évidemment, on se dirige vers une porcherie. Ce qui est en train de se passer constituera demain les fondations du grand mouvement national. En attendant Godard sur Syllab, et donc c'était bien évidemment les Berruriers Noirs avec Porcherie, tube s'il en est, qui fête cette année ses 40 ans d'existence, puisqu'il était sorti sur l'album de 1984 des Berruriers Noirs. Et donc chanson utilisée, réutilisée maintes fois en concert, notamment via sa version live en 1989 dans le live Viva Bertaga, qui finissait par La jeunesse emmerde, le Front National. Célèbre sentence. Exactement, qui lors de leur retour en 2003 avait été changé en Nous sommes tous des enfants d'immigrés et La jeunesse emmerde toujours le Front National. Mais 40 ans après donc ce titre des Berus, est-ce toujours le cas? Est-ce que la jeunesse emmerde toujours le Front National, et surtout le Front National et les idées extrême droitières en France sont-elles toujours emmerdées par le reste de la société? Rien n'est moins sûr, et c'est le programme un peu que déroule Joseph Paris dans le film donc Le Repli, qui est sorti la semaine dernière dans les salles françaises, et qui suit en fait son ami et collègue Yasser Louati, qui est juriste et militant des droits de l'homme, pour essayer de retracer en 40 ans à peu près, en gros, comment est-ce qu'on en est arrivé là avec un Front National quasiment de facto au pouvoir, et comment est-ce que les différentes lois et les différents régimes politiques en France, de Mitterrand jusqu'à Macron, ont en fait donné la situation actuelle, avec un recul des libertés civiles, à la fois pour
les citoyens français et les étrangers sur le sol français surtout, avec toutes les questions de violences policières qui, je vous le rappelle, n'existent pas, et les questions d'échange de nationalité et autres. Ça commence en fait avec les 2 salves d'attentats qu'il y a eu en 2015 en France sur Charlie Hebdo le 7 janvier 2015, et les attentats du 13 novembre donc au Bataclan notamment, et on va dire tout l'emballement législatif qui a suivi ces différents événements, et donc ils vont essayer un peu de retracer le fil de la violence légitime d'État qui va prendre part sur toutes les catégories de la population, notamment évidemment les moins aisés et les populations immigrées, tout en passant en essayant de définir quelle image les médias et les différentes classes politiques ont donné à la question du terrorisme. Donc, sujet quand même touffu, ample et très intéressant, qui, comme on le disait un peu en off avant l'émission, est malheureusement parfois contrebalancé par un certain esthétisme de la mise en scène dans le film de Paris et sur la question de son dispositif sur lesquels on va revenir. Thibaut. Oui, parce que inutile de s'attarder trop sur le fond, parce que la bête est documentée. On va dire ça. Mais le déroulé est intéressant. Mais en effet, le déroulé est intéressant. Le déroulé est intéressant parce que il donne avant tout, donc dispositif classique. Enfin, le documentaire a un dispositif qui peut en effet dérouter, mais il y a quand même un axe qui est ultra classique. Bien entendu, c'est le dispositif de l'entretien. Et moi, je trouve que ce qui est absolument passionnant, c'est que Joseph Paris en fait donne la parole à Yasser Louati. Comme tu le disais, juriste, avocat pour Human Rights Watch, il me semble. Et du coup, sa parole est hyper intéressante parce qu'en fait, il parle de quelque chose au début d'intime, et puis il va un petit peu, petit à petit, dérouler un petit peu tout ce qui s'est passé d'un point de vue beaucoup plus général et beaucoup plus politique. Donc ce rapport de l'intime qui vire au politique, moi, ça m'a beaucoup intéressé, surtout que tu le sens hyper sincère, tu sens qu'il y a une vraie complicité qui existe. Alors, ils le disent lui-même, hein, ils sont devenus amis au fur et à mesure des rencontres. Mais voilà, il y a un vrai échange qui se produit, et je trouve que sa parole est assez salvatrice dans le sens où, alors, je suis pas un TV-vor de fou, mais bon, voilà, je regarde 2-3 trucs ou 2-3 extraits qui passent sur les réseaux, et je trouve que la parole de cet homme-là n'a pas été suffisamment prise en compte. Alors bien entendu, il raconte des choses intelligentes, donc forcément, on va pas forcément l'inviter. Mais néanmoins, Yasser Louati est beaucoup plus invité sur des chaînes de télé étrangères qu'il ne l'est en France. Lui-même le dit, c'est quand même assez... ça peut être assez problématique, mais néanmoins, sa parole est ultra intéressante. Alors, lui, voilà, il parle des attentats du Bataclan, vraiment. Il dit que le gros choc, ça a été Nice. Bien entendu, mais il va refaire un petit peu le fil de l'histoire pour revenir un petit peu sur ce qui s'est passé notamment dans les années 60. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Mais cette série d'entretiens, ce qui est bien, c'est que donc il donne la parole à Louati, qui est vraiment le fil conducteur du projet et du métrage. Mais Joseph Paris non plus ne s'enferme pas dans cet entretien. Ça aurait pu rester passionnant s'il donnait la parole seulement à l'avocat, mais il y a des historiens, des sociologues qui vont intervenir. On va pas fait dialoguer avec des images d'archives aussi. Voilà. Mais moi, ce qui est intéressant dans les entretiens, c'est qu'il y a dans les autres entretiens, c'est qu'il y a Joseph Paris en fait matérialise l'entretien et peut-être donne une légitimité à ceux qu'il interviewe et avec ceux avec qui il converse en prenant les livres qu'ils ont, en les manipulant, en disant voilà, on est quand même sur quelque chose de sérieux, on n'est pas non plus là sur, on est plus chez Christophe Barbier. Clairement, on est entre gens sérieux pour un spectateur et une spectatrice sérieuse. Donc là, c'est intéressant, mais on n'est pas non plus dans le name dropping avec une personne qui va dire une phrase, puis un autre analyste qui va dire une autre phrase. Voilà. C'est un petit peu ce qu'on reprochait à David Dufresne
Un pays qui se tient Dans sage, le pays qui son se tient film sur la sage, violence policière voilà, durant les où en Gilets fait jaunes. les entretiens, je trouve que les entretiens avaient été mal articulés parce que des fois ils racontaient un truc et puis tu vois par exemple je me souviens de Mathilde Larère, on l'entendait plus, on l'avait entendu 3 minutes et puis basta. Il passait de la coque à la l'âne un peu. Voilà. C'était- Ici non, il y a vraiment matière à la discussion alors que le film fait 1h35. Donc ça c'est hyper bien senti. Et puis pour m'auto-rebondir sur la question de l'intime, il y a quelque chose aussi que je trouve que autant la démarche où il fait démarcher Yasser Louati de l'intime vers le politique, mais en même temps Joseph Paris lui-même se questionne par rapport à son film, par rapport à ses relations, à comment il a articulé, comment il a monté le film. Donc voilà, il y a une question aussi d'intime. Le film ne devient pas non plus un autoprojet ou une autobiographie, mais il y a des choses intimes qui ressortent et je trouve que ça donne un côté... je trouve que c'est un film qui a certes des défauts, et on va y revenir, mais il y a un côté vraiment... tu sens la démarche sincère et du coup, tu as énormément d'empathie envers le projet. Donc ça, c'est... Déjà là, à ce niveau-là, il y a cette articulation entre l'histoire de résultat France est contemporaine très probant. et puis l'intime, mais qui passe pour le coup par une forme qui ressemblerait presque à celle d'un true crime, les émissions de Ondelat et compagnie, où en fait un true crime où le criminel serait l'extrême droite et pour voir comment qu'en fait il a réussi à commettre son méfait. Ouais, après là je vais laisser mes collègues parler, mais le côté les déambulations dans Paris, tout ça. Ouais. Simon. Oui, je suis d'accord avec ce qu'a dit Thibaut. J'insisterai sur l'usage des images d'archives, peut-être, associées effectivement à cette parole de personnes qui ont bossé. Quoi, hein. C'est effectivement pas des propos qui tombent du ciel, c'est des sociologues ou autres qui ont travaillé sur la question. Et donc, entremêlé avec des images d'archives, celles qui m'ont beaucoup marqué, on en parlait hors antenne, c'est ces images des années 80 de confrontation en fait, entre différents grévistes. Grévistes plutôt maghrébins, d'origine maghrébine, liés souvent à la CGT, qui revendiquent aussi un traitement équilibré de leur statut vis-à-vis de leurs collègues, de leurs autres collègues, qui finissent par être excités par différents ressorts et se retourner contre leurs collègues grévistes avec des affrontements à consonance raciste très frontale qui étaient vraiment très, très marquantes. Moi, c'est des images que je n'avais pas vues. Alors, peut-être que je ne me suis pas assez renseigné sur ces années 80, mais je trouve que c'est plutôt au début du film et ça nous embarque comme ça sur une promesse qui n'est peut-être pas d'ailleurs totalement tenue dans l'usage des archives, même s'il y a eu d'autres éléments qui ont fait que moi aussi, ne regardant pas tant que ça la télévision, j'étais assez marqué par les images américaines, hein, des journaux, ça doit être CNN, je crois, qui interviewe Yasser Louati et c'est assez terrible le sort qu'il lui réserve. Tout le dispositif où on le voit aussi depuis les coulisses en train d'enregistrer des plateaux à distance pour des chaînes étrangères. On voit comment la parole lui est coupée en n'entendant qu'un côté de la conversation. C'est assez marquant. Et donc, voilà, il y a un usage intéressant de l'archive qui est associé à un montage qui en passe par la photo aussi, une photo triturée où la dimension satirique de l'auteur en passe par une violence qui est faite aux images des journalistes et des hommes politiques que l'on voit et revoit déverser leur rhétorique qu'on connaît bien, assez nauséabonde. Et donc c'est assez étonnant, hein, c'est un geste plastique quasiment assez agressif, tout compte fait. Mais voilà, pourquoi tout ça c'est assez intéressant, mais s'ajoute à cela un montage un peu heurté de toutes les scènes en extérieur, de transition. Bon voilà, ça fait un peu beaucoup à la sortie. J'aurais préféré des choses peut-être plus posées, vu que, comme Thibault l'a dit, on a la figure de l'entretien, on a la parole d'expert, on a les archives, on a le jeu sur l'univers... comment dire, la forme que tu as évoquée avec le true crime. On a le jeu sur les photos. Et voilà, ça fait beaucoup qui s'accumulent et il y avait un peu un trop-plein, j'ai trouvé, par moment. Et qui noie un peu, en fait, tout le processus historique qui est mis en lumière sur comment est-ce qu'une terminologie va se mettre en place, sur les ennemis de la République, ceux qui sont en dehors du bloc républicain, les ennemis de l'intérieur, la violence légitime et tout ce genre de choses. Le séparatisme qui est le grand nom à la mode, et en fait tout ça finalement vient un peu au fur et à mesure et c'est pas forcément par cette forme même du coup très bien articulé, ou en tout cas le déroulé historique est un peu mélangé. Un petit peu, et en plus de ça, je terminerai là-dessus,
pour revenir sur l'usage des archives et le discours lié au séparatisme, au fait qu'on se rend compte qu'on est dans une société française qui commence à faire des catégories entre citoyens. Il y en a qui seraient moins citoyens que d'autres, ou je ne sais quoi. Moins français que d'autres, Comme disait etc. Tout ce vocabulaire. une affiche de propagande du maréchal Pétain dans les années 40, êtes-vous plus français que lui? Voilà, comme quoi. Hein. Et il y a un moment, j'ai été un peu déçu par le traitement qui est réservé au moment Gilets jaunes, en fait. Parce que l'auteur nous dit qu'il l'a vu à distance, donc on peut se dire tout simplement qu'il n'a pas d'image, mais comme il utilise des images d'archives pour d'autres événements qu'il n'a pas lui-même filmés, il aurait pu s'en saisir. Et du coup, là aussi, il crée à lui seul une frontière, à son tour, une frontière avec une partie. On sait bien qu'il y a eu des choses autour des Gilets jaunes, des propos, il y a eu de tout dans les Gilets jaunes, mais ils ont aussi subi cette violence policière qui a frappé d'autres mouvements. Mais j'ai trouvé que là, du coup, ils prenaient ces distances de façon formelle. Et dans le discours aussi, je trouve ça un petit peu dommage, en fait, qu'ils reproduisent ce qu'ils reprochaient par ailleurs à certains discours politiques, toute proportion gardée, bien sûr. Je pense que ça aurait été bien d'inclure davantage ce moment pour l'inscrire dans ce processus. D'autant qu'en 2018, le mouvement des Gilets jaunes et 2 ans avant, en 2016, les manifestations contre la loi travail ont été un énorme révélateur de la violence policière parce qu'elle était tellement débridée, elle était tellement à un niveau qu'on avait rarement vu dans des manifestations classiques, on va dire, que finalement, le traitement que la police française réservait avant aux populations des banlieues est arrivé en gros dans les grands boulevards et a frappé majoritairement des blancs, ce qui du coup pour les blancs qui étaient habitués à faire des petites manifs tranquilles a quand même largement surpris. Et moi je me rappelle qu'à l'époque, au moment de la loi travail, il y avait quand même un niveau de violence de la part des flics qu'on avait rarement vu dans les manifs. Docteur. Ouais, alors moi effectivement, là, je suis assez, moi j'ai pas grand chose à rajouter. Moi je trouve que c'est un film qui justement, alors c'est un film dont la subjectivité finalement est quelque part à la fois la force et d'une certaine manière, je dirais pas une faiblesse, mais on va dire en tout cas que ça pose des questions. Ça pose des questions dans la mesure où en fait il se retrouve un peu, c'est un film un peu paradoxal puisqu'à la fois il y a l'évocation d'une relation intime et en même temps il y a la nécessité de faire une démonstration historico-sociale. Et du coup, le problème c'est que tout ça prend du temps. Et que peut-être qu'il aurait fallu choisir peut-être plus franchement entre les deux. C'est ce que je me dis peut-être parce que je comprends en fait je comprends bien en fait ce que quelque part il picore en fait sur plein de trucs. Enfin, c'est-à-dire que sa relation intime va lui faire se poser des questions qui sont des questions qu'on se pose en tant qu'individu mais qui sont pas forcément où on n'a pas forcément bossé 10 ans sur ces questions-là. C'est-à-dire qu'on va commencer à avoir des questions qui se posent comme ça, puis qui vont trouver des relations les unes avec les autres, quoi. Mais alors le risque, évidemment, c'est de rester un peu en surface. Le risque, c'est de rester un petit peu en surface. Et justement, moi, je trouve qu'il y a pas mal de liens quand même avec Un pays qui se tient sage. Pas tellement, effectivement, au niveau du dispositif, mais plutôt au niveau de cette idée, justement, qui avait été évoquée déjà dans Un pays qui se tient sage, qui est l'idée, justement, de la reproduction, en fait, des méthodes répressives sur les banlieues dans les manifestations, entre guillemets, classiques. Et qui est une idée assez intéressante. Oui, mais de toute façon, tu vois bien que les banlieues, c'est un laboratoire répressif. Un laboratoire répressif. Alors, un peu comme les stades de foot. Voilà, là où moi je nuancerais, c'est que justement, c'est là aussi, c'est toujours pareil. Dès qu'on commence à aborder les choses avec une perspective historique, en fait, ça devient compliqué de se limiter en fait au champ historique auquel on se tient. Et par exemple, on peut dire parce que du coup, ce qu'on a un peu l'impression, c'est du coup, ça a commencé, cette violence policière, elle commence dans les banlieues et maintenant elle s'applique à des gens qui autrefois étaient privilégiés, donc les petits blancs qui vont manifester. Le problème, c'est que historiquement, les années 60 et les années 70, en termes de manifestations en France, c'était extrêmement violent. Et ça touchait, alors effectivement, si on même sans remonter très très loin, je veux dire, début des années 60, vous avez, la nuit où les Algériens ont été balancés dans la Seine, donc là où effectivement on s'attaque à une population qu'on qualifie d'immigrés, mais qui à l'époque est française, finalement, parce que le pays n'est pas encore indépendant. Donc on s'attaque à une partie des concitoyens, finalement, en les tuant, tout simplement. Et cette violence, on va la retrouver au métro Charonne l'année suivante, où là, cette fois-ci, c'est des militants de gauche qui sont plutôt des petits blancs. Donc en fait, cette violence, en fait, à la fois qui se fait en fait contre les populations dites immigrées et contre les populations, on va dire, dites autochtones, c'est-à-dire les blancs, je pense qu'elle est vraie. Et en même temps, à mon avis, le processus historique est plus complexe que ça. C'est pas par racisme, on va d'abord faire ça dans les banlieues, et après on va appliquer ça aux petits blancs qui seraient des gens qui auraient été épargnés par ça. En fait, les gens de gauche,
et notamment les gens qui sont les communistes, les anarchos. Cette violence politique, en fait, ils la connaissent depuis très très longtemps aussi, parce qu'en fait, c'est une violence politique qui est pas tellement une violence politique, alors qu'il y a une violence politique où il y a une dimension raciste, mais c'est surtout une violence politique qui a à voir avec la représentation, en tout cas avec l'expression dans l'espace public d'une marginalité qu'on veut pas voir. Marginalité sociale dans le cadre des gens qui vivent dans les cités ou dans le cadre des immigrés qu'on voit au début des années 80 qui réclament tout simplement un traitement égal, et une marginalité idéologique qui est également partagée par ces gens d'origine entre guillemets immigrés, même si moi c'est un terme qui me plaît pas trop, et qui se retrouvent évidemment dans la pensée de gauche par ailleurs, hein. Mais cette pensée de gauche, elle existe également aussi chez les prolétaires blancs en fait. Oui, parce que c'est comment en fait le patronat et les différents gouvernements ont fait se déplacer la question de la lutte de classe vers la lutte raciale. Et pour moi, c'est ça le truc, c'est que voilà, là où il y a des angles morts, je trouve, dans ce film, qui sont pas du tout malhonnêtes sur le plan intellectuel, mais on sent bien que par manque de temps, il n'a pas le temps d'aller trop loin, en fait, dans certaines analyses. Et moi, je trouve qu'à certains moments, effectivement, il y a quand même cette idée de quelque chose qui serait une espèce de séparation. Entre d'un côté les populations maghrébines, africaines, et d'autre côté les petits blancs, qui est vrai et qui en même temps est à mon avis un peu plus complexe que ça, à mon avis. Simon. Oui, ça me fait juste penser à une chose, c'est que si on remonte effectivement aux années 68, pour les mettre au pluriel, finalement il n'y avait pas eu tant que ça de convergence des luttes. Quand on voit les groupes Medvedkin qui se développent à Besançon ou Sochaux, à Sochaux, quand ils tournent à Peugeot, il y a quand même la question du statut des ouvriers d'origine maghrébine, et donc on se pose la question de savoir si le traitement dans les films doit être différencié ou pas, ou une part ou l'autre qui doit pouvoir s'exprimer, mais finalement il y a un peu un rendez-vous manqué dans les années fin 60, début 70. À LIP aussi, ils évoquent ça, mais finalement il y a déjà potentiellement un rendez-vous manqué entre les luttes féministes ou proto-féministes et les luttes ouvrières. Donc c'est aussi l'histoire de beaucoup de rendez-vous manqués. Ça fait mal au cœur de la convergence des luttes qui n'arrive jamais à se faire. Qui est compliqué et à puis, mettre en place. Qui est dilué sciemment par les tractations, je ne sais pas comment dire, les manipulations politiques, et vite, évidemment. Et ça, le film le montre très bien. Je trouve que les images justement des années 80 montrent bien un moment de bascule, qui est le moment justement où on va séparer les ouvriers. C'est vraiment choquant, c'est vraiment les images les plus voilà, les ouvriers blancs d'un côté, les ouvriers immigrés de l'autre. Et par une différence statutaire d'accès à la nationalité, et par de soi-disant différences culturelles qui sont un discours qu'on retrouve encore aujourd'hui sur les gens ne peuvent pas s'assimiler parce qu'ils ne sont pas comme nous. Sachant que le comme nous n'est jamais défini en plus. Donc on dit jamais ce que c'est qu'être comme nous. Et comme nous, évidemment, ça suppose comme les Blancs. Sauf que les Blancs, en France, jusqu'à preuve du contraire, il y a des Blancs qui sont d'origine italienne, des Blancs qui sont d'origine d'Europe de l'Est. Et des Bretons et des Berrichons. Voilà, et que là aussi, il y a une forme de variété. Je veux dire, l'idée que le citoyen blanc français, il est uniforme depuis Vercingétorix, enfin, je veux dire, ça, c'est un mythe historique complet, quoi. Et on ressent très bien ça, justement, comment est-ce que le discours politique, en fait, repose sur de la mythologie, en fait, et qui est une mythologie raciste, discriminatoire, et qui pousse aussi à diviser le peuple, à diviser les prolétaires, en fait, en plusieurs camps. À diviser les luttes, ce qui explique la difficulté de la convergence des luttes, et finalement en fait à atomiser en fait tout ça, et à offrir en face par contre un front uni qui est le front de la réaction, un front national, uni, et qui est le front que un François Hollande comme un Jacques Chirac peuvent dire tranquillement avec des discours qui sont complètement interchangeables, quoi. Pour conclure, Thibaut. Et justement, juste pour terminer, mais je pense qu'il y a un autre aspect du film. Si le film avait été plus long, il aurait pu aussi s'intéresser aux années 90 et à la période de Pasqua Debré. Oui. Parce que là, à mon avis, il y a aussi un autre moment de bascule, justement, dans le discours. On ne fait pas de d'omelette à 5 casser des heures. Exactement. Et où il y a les années 80, les années 90 avec les sans-papiers de Saint-Bernard, où là, il y a un gros truc aussi qui se passe, à mon avis, autour justement des questions de citoyenneté et des questions d'accès au droit, tout simplement. Donc je pense qu'il y avait... En fait, c'est ça le truc, c'est que le film, en fait, brasse beaucoup. Et du coup, au risque, à certains moments, mais pas tout le temps, et ça n'empêche pas que le film est très, très intéressant par ailleurs, mais à certains moments, peut-être, de pêcher un petit peu par survol, quoi. Sur les années Pasqua, il passe très vite. Oui, il passe très vite. Après, moi, je trouve que la grande force, pour rebondir sur ce que tu disais sur l'utilisation des archives, qui sont hallucinantes là, avec les grèves des ouvriers immigrés, moi, je trouve que le film s'appelle Le Repli, mais je trouve qu'avec l'utilisation de ces archives-là, moi que je n'avais jamais vu, pourtant j'avais bossé un petit peu sur le cinéma militant, je trouve que justement il déplie tout un pan du cinéma militant qu'il faut continuer à explorer, où il faut essayer de voir quelles sont les archives qui existent, parce que Après, je ne suis pas sûr que ce soit des films militants, j'ai l'impression que c'est aussi des journaux télévisés en fait, mais de l'époque. Essayer de faire un film de montage ou un truc...
déplier quelque chose par rapport à cette question-là. Parce que dans le cinéma militant, en fait, ce qui s'est... on va pas refaire l'histoire du cinéma militant, mais les populations immigrées étaient évoquées de ci, de là, mais ici, c'est frontalement, il y a un pan du... Qu'est-ce que pourrait être un cinéma militant, j'ai envie de mettre ça entre guillemets, du point de vue des immigrés. Parce qu'on a, bien entendu, il y a Peugeot, il y a Citroën, le groupe Medvedkin, tout ça, on connaît Chris Marker, Andrieux Kebadian, tout ça, Iskis, la RC, enfin voilà, il y en a, osons lutter, osons vaincre, osons vivre, osons vaincre, osons lutter, osons vaincre. Mais là, je trouve que voilà, il déplie quelque chose, et je pense que c'est la grande force du film, c'est peut-être le hors-champ que ces archives proposent pour pas une nouvelle histoire du cinéma militant, mais une variation du cinéma militant. Et nous rappeler qu'il y a une trahison fondamentale oubliée qui effectivement sont ces années 80, c'est-à-dire le début du règne de Mitterrand, les gens qui se disent on va avoir le droit à plus de justice sociale et ce qu'on obtient à la place, c'est justement la naissance du Front National en 83-84, où ça commence vraiment il commence vraiment à avoir des tournant de la rigueur, des victoires électorales, oui, voilà, et c'est associé aussi à la marche des beurs, au tournant de la rigueur. Et en fait, dans ce début des années 80, dans cette première moitié des années 80, il se passe vraiment plein de trucs assez cruciaux finalement pour la situation dans laquelle on est maintenant. Et ça, le film a le grand mérite, je trouve, de rappeler ça et de nous focaliser un petit peu là-dessus. De pourquoi ça pue. Donc c'est le repli de Joseph Paris actuellement dans les salles. On va continuer dans la violence et une société qui part en sucette car quelque chose s'est passé. En attendant Godard sur Syllab, et donc c'était Lou Reed avec Something Happened. Et quelque chose s'est passé effectivement dans The Happenings de Yim Ho, film hongkongais de 1981, donc qui vient de ressortir en Blu-ray chez Spectrum Film dans un gros coffret, surtout car il est accompagné d'un gros livre qui s'appelle Le cinéma de la nouvelle vague hongkongaise 1978-2000 de Pak Ton-chuk, qui revient donc sur l'histoire de la nouvelle vague hongkongaise et ses différentes figures, y compris celles les moins connues, parce qu'évidemment, au-delà des Patrick Tam, Choi Ark, Han Hoi, tout ça, il y a aussi donc des cinéastes moins connus comme Yim Ho, qui est presque considéré comme un des premiers cinéastes à être passé de la télévision au long métrage dès 1978 avec The Extras, et avec ce film-là, donc The Happening, il précède de quelques mois L'Enfer des armes de Choi Ark. On sait à quel point à Hong Kong à l'époque, et le bouquin le rappelle très bien, à quel point on tournait vite, on tournait souvent avec les mêmes équipes, à quel point les tournages pouvaient être sacrément guérilla, et donc effectivement d'où cette émulation qu'il y a entre les différents metteurs en scène du cinéma de Hong Kong fin des années 70 et toutes les années 80. Et donc je parle de L'Enfer des armes car le film entretient quand même quelques relations avec le film de Choi Ark sur cette jeunesse perdue à l'ère du capitalisme triomphant à Hong Kong, et avec toujours évidemment le spectre de la rétrocession de Hong Kong à la Chine pour 1997, même si elle n'est pas encore annoncée officiellement la date. En tout cas, on sait que ça va arriver puisque le bail de l'Empire britannique arrive à terme à Hong Kong. Et comment est-ce que cette jeunesse perdue là se voit aussi comme une jeunesse dorée potentielle, et comment est-ce que finalement un faisceau d'éléments tragiques lors d'une nuit et improbable pour une bande de jeunes en fait vont aller de Carib en Scylla, comme on dit. Ça part d'un petit larcin de voiture après avoir fait les cons en boîte de nuit, et ça va finir dans des effusions de sang sacrément graphiques, avec la police qui va intervenir et qui va faire ce qu'elle sait faire de mieux, c'est-à-dire tuer des gens. Tirer dans le tas. Simon, alors oui, bah écoute... Vous avez fait un effet bœuf. Effectivement, ça date un petit peu maintenant, mais oui, j'ai trouvé le film d'une grande agressivité. Bon, ça, c'est aussi lié à cette post-synchronisation très hongkongaise, très début des années 80. Mais finalement assez surprenant dans son agencement. On ne sait jamais trop ce qui va arriver dans la séquence suivante. Et effectivement, ça ne va que de mal en pis. C'est très impressionnant dans la radicalité des événements, notamment parce c'est toujours un enjeu, ça je trouve, pour les films, c'est qu'ils se coltinent une bande de personnages tous plus antipathiques les uns que les autres. En fait, ils sont globalement censés représenter cette jeunesse hongkongaise qui n'a plus vraiment d'objectif, si ce n'est l'appât du gain et s'enrichir. Et donc c'est ça qui motive la plupart de leurs actions. Arrivistes, arrogants, violents, menteurs, lâches. Frustrés sexuellement à un point comme c'est pas permis, quoi. Et donc du coup,
voilà, c'est même pas lourd, quoi. C'est des putains d'agresseurs en puissance tous, quoi. Tu vois, c'est ça ils sont flippants. La scène de la boîte de nuit, au départ, moi je trouve que c'est une scène. C'est encore rien passé que déjà on les hait, quoi. C'est vraiment ces personnages-là, quoi. Enfin, Effectivement. Et alors que dans le film de Tsuyark, c'est plus compliqué parce que les 3 étudiants sont paumés et puis il y a plus il y a une vraie psychopathe. Il y a une tierce personne. Voilà, donc ça joue par le reflet. En contraste, ils sont finalement plus sobres. Ici, effectivement, ils se tirent tous vers le bas, même si ça finit plutôt en hauteur, mais ils finiront par retomber. De manière sacrément violente. De manière violente. Donc, j'ai trouvé le film formellement très dynamique. C'est un cinéaste qui, on voit, maîtrise la forme. Il a peut-être pas l'invention d'un Tsuyark. Film qui se passe quasiment que de nuit, ça doit avec être un les sacré néons, enjeu de tournage. avec une lumière qui est très jolie quand même, qui est très stylisée. Sans en faire trop des caisses non plus. Et des effets d'ombre et des petites, il y a des petits trucs sympas. Après, il y a aussi du ralenti baveux. Oui, exact. Oui, ça me revient. Ralenti Oui. baveux où tu fais bon, allez, pas trop. allez, on l'avance. Non, mais ça va, ça va. Ça y est, effectivement. Mais vous trouvez pas que ça fait vraiment basculer le film dans le film d'horreur, mais au sens Ah, mais premier du terme, carrément, en fait. fantastique et le Mais film carrément. d'horreur, Mais oui, quasiment. la manière dont les victimes se redressent sans cesse pour essayer de choper Ça, les c'est- gamins par les pieds et c'est tout ça. ça. Ah, dans la Il y a des station moments, il y a des service, moments C'est qui du font Evil Dead avant l'heure. Ah bah, c'est Enfin, du film de- quasiment. ouais, même c'est temps, un film enfin. de C'est au zombard. moment d'une scène, donc, de manière tournant dans une station-service où il y a justement ces morts qui se réveillent et on va repeindre les murs avec du sang. C'est. Mais le truc, c'est que Thibaut. moi, j'avais l'impression que c'est un vrai. Alors, t'as raison sur ces jeunes qui se voyaient trop beaux, la Pâque du Gain, et je suis d'accord, la scène de boîte de nuit qui dure 20 minutes quand même. Hein. C'est 20 minutes d'introduction en boîte de nuit avec un super disco. C'est une scène qui est absolument où ils sont merveilleuse. sexistes, homophobes, forceurs, tout ce que tu Tout, veux. tout ce que tu veux. Le meilleur des mondes. Mais quoi, en les effet, le film après va se liquéfier, mais va se décanter. Et je trouve qu'il y a des côtés quasi carpenteriens où on se balade avec une musique. Ces stations-service paumées dans la Ouais. nuit, elle avait un côté carpenterien. je suis Et puis ce d'accord avec côté, toi. cette musique. Côté After Hours aussi, un peu, moi, je design, Alors, design sur sonore. la ou musique, j'ai une question. Il y a l'intro d'un morceau qui revient tout le temps à un morceau à la basse que Ah ouais, je alors connais. j'ai pas J'arrive trouvé pas les à savoir cassettes. ce que Je trouve que c'est. ça On donne l'entend une 15 fois ambiance. qu'évidemment un morceau préexistant dont ils n'ont probablement pas payé les droits, mais c'est juste l'intro Mais du il y a morceau, une les vraie- 15 premières ouais. secondes, et ça revient toutes les 20 minutes, et je dis mais putain c'est quoi Mais ce il y a une- morceau quoi. en effet, il y a une vraie Morceau ambiance de parce funk, je crois. qu'il en fait pas trop en termes de ralenti dégueulasse. Il y en a quelques-uns, mais il en fait pas trop. Il en fait pas trop en termes de néon, alors que bon. on C'était sait la qu'à Hong mode à Kong, l'époque. Les néons, on adore ça. Oui. Mais moi, je trouve que ce qui est donc les personnages, ouais, en effet, sont tous détestables. Mais moi, ce que j'ai trouvé hyper bien, c'est un film que j'ai adoré, c'est que le réal prend son temps à chaque espace. C'est-à-dire que, ok, il y a 20 minutes de boîte de nuit, après il va y avoir 20 minutes dans... même plus que 20 minutes dans la station-service. Avec un côté presque surnaturel où ils n'arrivent Mais pas à ouais. partir en fait. C'est ça. C'est Oui, un oui, cauchemar. en fait. Qui sont constamment revient. ramés dans la station. Mais ouais, cauchemar. parce qu'en fait, Mm. tout ça, ces personnages, ils sont quoi ? Ils sont dans une espèce d'engrenage, une espèce de fatalité absolument terrible qui va en effet les mener vers une chute, ma foi, assez rocambolesque. Mais je trouve que de faire un film ultra violent, socialement, psychologiquement et politiquement, et en même temps prendre son temps dans chaque espace qui va être pénétré, Parce que ça ne s'arrête jamais. Hein. ça ne s'arrête jamais. Je trouve qu'il y a un très très bel équilibre en fait entre ce temps un petit peu latent, un petit peu décousu, et la violence qui énerve tous les espaces, qui énerve la mise en scène avec l'utilisation notamment de la musique et du design sonore, et qui énerve voilà les couleurs, la scène du bain de sang, la repeinte de la station-service, qui est un truc incroyable, la scène des chiottes aussi, incroyable. Et alors avec C'est aussi, incroyable. avec Mais, aussi cet humour je trouve cantonais Avec un humour à la con. assez bas mais du front, à coups de pipi, C'est un de film en caca, même temps de très trucs- de trucs curieux. organiques en fait. c'est un film curieux, c'est un film que tu connais un petit peu si tu es On connaît un amateur. peu les codes. et les- Tu connais les codes si tu es amateur un petit peu du cinéma de Hong Kong. Et en même temps, c'est un film, tu dis, putain, c'est 1980. Alors, on va pas refaire l'histoire de la nouvelle vague hongkongaise, mais 1980, tu dis, eh ben, pour une introduction à ce mouvement, si on peut le qualifier de Ou mouvement, à Hong Kong des années 80. comme introduction, je trouve que ça, puis l'enfer des armes, je trouve que tu as fait le D'autant truc. que le film est quand même à la fois extrêmement violent dans son trouve que t'as fait portrait le de la tour. jeunesse, mais c'est surtout aussi les gens à qui il se confronte, donc on va dire les adultes et puis les institutions de manière générale, qui sont tous
extrêmement répressif avant même que les gamins ouvrent la bouche. Et puis il y a ce discours sur un des troisièmes lieux longuement investi, c'est une salle de rédaction d'un magazine pas très développé, mais qui a exploité l'image de ces jeunes avant, ça tourne autour d'une photo de mode ou de publicité où ils ont posé tous ensemble avant de partir dans cette nuit de violence. Et donc là, il y a un discours assez intéressant. Je pense qu'il faudrait être bien au fait de l'état de la presse hongkongaise de l'époque, mais on sentait qu'il y avait quelque chose qui travaillait le scénariste et qui interviewait d'ailleurs dans un interview passionnant dans les bonus et le réalisateur sur le traitement justement de cette jeunesse et de sa violence par les médias qui l'instrumentalise et en même temps qui cherche à les comprendre. J'ai bien aimé le personnage des deux journalistes qui sont pris en otage par eux et en même temps qu'ils les trahissent au niveau de la police, mais on est quand même content parce que vu le déchaînement de violence qu'ils ont déployé, il est temps que ça s'arrête. Ouais, mais le statut des journalistes est ambigu mais intéressant. Je crois que ça dit quelque chose d'un rapport aussi à l'image que se font les jeunes de ce que pourrait être leur vie à cause de ces visions de papier glacé qui évidemment le rapport à la réussite aussi. À la réussite, voilà, exactement. Avec le dernier plan du film qui fait écho à l'endroit où ils ont pris cette photo où ils sont morts, et ils sont plus là parce qu'ils sont morts, quoi. Et donc leur image annonçait déjà leur oui, en plus elle disparaît, puis elle a le côté papier glacé, voilà, c'était du vide complet. Tandis que les traces de leur passage sont effacées par un vieil homme avec un balai. Voilà, donc voilà. Et une génération qui a connu autre chose. Eux, ils partent de rien, ils savent pas où aller, donc ça se dilue dans le vide. Ils partent de rien pour arriver nulle part. Et puis il y a vraiment ce truc qu'on retrouve finalement qui, à mon avis, vraiment innerve le cinéma hongkongais de manière beaucoup plus importante que moi ce que je pensais. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure où je vois des films, en fait, je me rends compte que ce thème de la cupidité, c'est voilà, ce rapport à l'argent qui est quand même un truc vraiment important dans la culture chinoise, ce rapport au fric, et comment ce rapport au fric associé au capitalisme détruit les gens, en fait, quoi. Et je trouve que là, moi je vois de plus en plus de films, en fait, où je me rends compte, alors des films récents, des films plus anciens, où ça parle de ça, en fait. L'autodestruction par l'argent. Sur l'autodestruction par l'argent et par la cupidité. Et là, c'est vrai que au dernier Johnny To, avant qu'il arrête justement plus ou moins de faire des films, il était sur ces questions-là, comme s'il y avait une sorte la vie sans principe. Le capitalisme ou le néolibéralisme était une sorte d'accélérateur d'un enjeu culturel, effectivement pas mal lié à la réussite en Chine, l'idée de et ça dévore les gens, en fait. Ça dévore les enfants, notamment, ça dévore la jeune génération, en fait, et donc une génération un peu. C'est Saturne dévorant ses enfants. Il y a un petit peu ça, quoi, c'est-à-dire d'une espèce de société qui se suicide. Et d'ailleurs, le film se passe montre un visage de Hong Kong là aussi, qui est, à part au tout début du film, on voit un peu le centre de Hong Kong, mais oui, qu'on voit rarement, qui est en périphérie. C'est sous des ponts autoroutiers, c'est des espèces de coins qui sont une espèce d'endroits, de zones industrielles. Je sais qu'on a déjà parlé, c'est ce qui est intéressant avec Hong Kong, qui est pas non plus une ville supra-gigantesque, on va dire, à l'échelle d'un pays, c'est que chaque cinéaste la filme et la montre de manière absolument différente, que ce soit chez Arc, chez Johnny To, chez Ringo Lam, on a presque l'impression que c'est pas la même ville. Dans l'Enfer des Armes, c'était plutôt les quartiers populaires, en fait. C'était plutôt, notamment, il me semble que dans l'Enfer des Armes, je pense qu'il y a une bonne partie du film qui se passe à Kowloon. Je pense, qui se passe pas sur Hong Kong Island, qui se passe plutôt à Kowloon. Alors que là, finalement, les lieux où ils vivent, on les voit pas trop. En fait, on voit des espèces de lieux de transit. Autoroutier, de transit social. Il y a toujours du transit. C'est exactement ça. La boîte de nuit. Des choses qu'on va voir aussi avec justement une mécanisation de la société hongkongaise, de la station-service, les bretelles d'autoroute, avec cette espèce d'idée de flux en fait permanent. La circulation des biens. Non, mais voilà, exactement. Des biens des personnes. Et donc, alors du coup, par contre, il faut quand même préciser aux spectateurs, peut-être pas forcément avertis sur le cinéma de Hong Kong, qu'il y a quand même un côté exploitation en fait dans ce film-là. Donc ça surjoue. Alors moi je suis toujours très réjoui, mais ça, évidemment, ça surjoue à bloc. Tout le monde est tout le temps hystérique. Du début. Tout le monde est à fond. Tous les potards sont à 11 et tout le monde joue à 11. Voilà, donc il faut apprécier aussi ce type de jeu-là. Il y a ces espèces de ruptures de ton satiriques, scatologique, qui se mélange avec du discours social, donc ça peut être un peu déstabilisant pour le spectateur. Et puis il y a ce côté très début des années 80, effectivement, avec une lumière, une manière de filmer les costumes, de filmer les ambiances, qui est aussi assez typique en fait de ce début de période, de ce début des années 80 à Hong Kong. Donc je trouve faut prévenir quand même un peu le spectateur que faut un peu, je sais pas qu'il faut pas s'y connaître, mais il faut avoir vu un peu de cinéma de Hong Kong du début des années 80. Si vous commencez par ça, c'est pas forcément. C'est la nouvelle vague, mais c'est pas. Hanoï, par exemple, c'est pas du tout le même genre de film. Ah non, c'est pas le même. En tout cas, il faut saluer le travail de Spectrum de mise en avant d'un tel film. En plus, ça aide aussi à retracer une chronologie des films sur les jeunes à Hong Kong. On avait l'Enfer des Armes, c'est vrai. Il y aura par exemple le Astirs Go By de Wong Kar-wai.
le Made in Hong Kong de Fruit Chan, mais là ça permet d'avoir un nouveau jalon, comme ça un nouveau chaînon de la chaîne pour comprendre cette évolution et ce rapport qui est constant en fait à Hong Kong. Et ça se raccroche au polar. Et en Au plus, polar des c'est années lié au 80, genre. c'est-à-dire le petit jeune qui veut intégrer une triade parce qu'il n'y a pas d'avenir et qu'il y a le pognon et tout ça. Donc finalement, après, chez John Woo, par exemple, on va trouver aussi, alors de manière moins sociale, mais on va trouver finalement des figures, de manière plus lyrique. voilà, des figures de jeunes hommes, notamment, qui vont se retrouver justement dans ces univers-là, mais qui vont passer le cran supérieur, c'est-à-dire le cran vraiment de la grande criminalité, quoi. Donc c'est le très beau coffret The Happenings de Yim Ho, accompagné d'un gros bouquin sur la nouvelle vague hongkongaise qui date de 2008, je crois. Traduit en français, effectivement. Exactement, ouais. Donc on vous recommande évidemment chaudement. Une très belle découverte. On va passer au coup de cœur. C'est de la merde. C'est de la merde. Je voudrais que tout le monde La merde. s'imprègne. Tout Merde. le monde s'imprègne de cette C'est vraiment la notion plus de grande vie. merde des merdes. Rapido les coups de cœur, carrément Fleuret. Rapido, alors de la joie, mais pas encore et toujours, mais pas en cinéma, mais en musique, avec la sortie donc le 8 novembre du nouvel album de Dead, mon groupe rennais favori, qui s'appelle le Paradise, le bien nommé. En attendant, sur leur Bandcamp, vous pouvez retrouver 3 titres et précommander l'album. Les tarifs sont absolument délicieux. Et Même les le 3 prix vous titres- fera rire. Même le prix vous fera rire également. Et les 3 titres sont absolument merveilleux. Donc on attend d'écouter la suite avec impatience. Merci docteur. Alors moi, ce sera la chute de l'Empire romain d'Anthony Mann, un film sur lequel j'ai eu l'occasion de travailler récemment et qui est toujours très intéressant à la revoyure. Avec, voilà, moi, ce que j'aime toujours, c'est Anthony Mann, c'est cette ambiguïté des rapports humains et puis cette capacité à faire de la mise en scène classique, mais avec une pointe de maniérisme que moi j'aime beaucoup, avec pas mal de choix de mise en scène qui sont assez discrets, mais qui sont, à mon avis, très efficaces et qui accompagnent cette tragédie antique qu'est la chute de l'Empire romain. Merci docteur. Simon. Eh bien, comme j'ai pas pu participer à l'émission, donc j'en profite quand même pour saluer le film de Guy Roddy, Miséricorde, que j'ai beaucoup aimé. Mais ça sera plutôt un coup de cœur musical avec la sortie du nouvel album du groupe suédois Tribulation, un groupe qui venait plutôt du black, qui là signe un album plutôt gothic rock, dont le titre est Sub Rosa in Aeternum. Merci. Alors moi, ce sera un film. C'était jour de congé vendredi, donc j'ai regardé la télévision, j'ai regardé Arte, et il y avait un film de Michael Curtis que je n'avais jamais vu, La Cuisine des Anges, avec Humphrey Bogart, Aldo Ray, Peter Ustinov, Basil Rathbone. Comédie de Noël extrêmement légère, très sympathique. Ça joue comme des... Enfin, tout le monde est hyper heureux d'être là. Et ce ton extrêmement léger m'avait presque fait penser à un film de Howard Hawks, si vous dire, tellement c'était bien. Une légèreté avec Humphrey Bogart, c'est pas si courant que ça. Ah oui, non, les jeux de la comédie, ils sont super. Et Peter Ustinov est absolument merveilleux Comme dedans. toujours. Relativement maigre à l'époque, c'est début des années 50, donc c'est vraiment une très très belle surprise. On va s'arrêter là. Merci Margot, la mise en son de cette émission. Merci messieurs, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de Clint et on va pleurer. Prochaine émission, prochaine édition. Ciao, bonsoir. Salut. Salut.